cette loi a déjà défini ce que c'est la nationalité congolaise. Si vous voulez, on peut faire cet exercice, ça va nous pas demander d'une minute. Ouais. À l'article 10 de notre constitution, notre texte ici, il est dit que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Alors, je commence par là, parce que lorsque nous allons décortiquer la proposition de loi, vous allez vous rendre compte que la proposition de loi a enlevé tout ce qui est déjà prévu dans la Constitution. Si vous le permettez, nous pouvons lire. C'est l'article 1 de cette proposition de loi. Voici ce que cette proposition de loi dit à l'article 1er. Nous lisons, la nationalité congolaise est une. Vous voyez déjà qu'il y a une entorse, parce que dans la Constitution, nous venons de lire l'article 10, c'est dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Déjà, on a enlevé exclusive. C'est une entorse. On dit que dans la Constitution, nous venons de la lire, elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Lorsque vous lisez cette proposition de loi, cette incise est enlevée. On ne la reprend pas dans la proposition de loi. Et dans l'ancienne loi organique, vous l'avez aussi Oui, il ne faut pas l'appeler cette loi organique, parce que c'est cette loi-là, c'est cette loi qui est en vigueur, c'est cette loi qui s'applique, et cette loi n'a aucune entorse qu'une loi viendrait corriger aujourd'hui. Cette loi, lorsque nous la lisons, je l'ai avec moi, parce que vous voyez la référence au texte, c'est ça, ce que font les juristes, c'est que lorsque vous lisez déjà les premiers articles de cette loi, donc la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise, cher Gaëtan, vous allez vous rendre compte que l'article 1er de la loi a repris exactement ce qui est prévu dans la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo. Donc, tout de suite là, vous vous rendez à l'évidence que la loi qui est là actuellement, la loi en vigueur, n'est-ce pas, c'est une loi qui est déjà conforme à la Constitution. Et il en est ainsi. Par contre, la proposition de loi de notre compatriote, je vite de citer son nom parce que, bon voilà, il a pris une initiative, mais peut-être qu'il n'a pas pris le soin de pouvoir d'abord décortiquer ce qui existe dans la Constitution et dans la loi en vigueur. Voilà. Justement. Alors, donc ça, c'est le premier élément que vous avez relevé, le premier grief, cette suppression. Et vous dites aussi, en raison de cette suppression, il y a eu introduction insidieuse de la double nationalité. Bon, je veux bien qu'on ouvre un débat sur cette question, la question de la double nationalité. La proposition de loi, elle est claire, la proposition de loi du frère. En tout cas, sur cette question. L'article 1er, alinéa 2, dit « Toutefois, tout Congolais résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert une nationalité étrangère, ne perd la nationalité congolaise que si elle le déclare expressément. » C'est très clair. Donc, on ouvre à la double nationalité. C'est ce qu'on appelle l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, que l'on veut consacrer dans cette loi. Or, entre-temps, cette irrévocabilité introduit la double nationalité. Tout à fait. Je voudrais terminer sur cette question-là en lisant l'article 26 de la même proposition de loi qui dit « Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert la nationalité étrangère perd la nationalité congolaise si, c'est une condition, elle déclare expressément conformément au prescrit de l'article 1 de la présente loi. » C'est-à-dire que c'est seulement lorsque vous avez déclaré que vous avez acquis une autre nationalité et que vous ne voulez plus de la nationalité congolaise que vous la perdez, selon cette proposition de loi. Alors, si cette question, j'ai un point de vue, un point de vue personnel que je voudrais partager avec nos compatriotes, en ce qui concerne le frère congolais, nos frères amis, qui, pour une raison ou une autre, ils se retrouvent à l'étranger. Ils se retrouvent en France, en Belgique, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Il est congolais. Il est né ici. Il a des pères ou une mère congolaise, où il a tous les deux parents congolais. Et que pour une raison, il se retrouve de l'autre côté et il doit accéder à certains droits, à certains avantages. Et ça demande, c'est que pour s'intégrer dans la société de l'autre côté, il est obligé d'acquérir la nationalité étrangère de ce pays-là. En tout cas, j'ai un point de vue très clair là-dessus. Je me dis, pour ces Congolais-là, on peut ouvrir cette possibilité. De la nationalité. Je suis tout à fait. C'est ça mon point de vue. Vous voyez,
Mais le problème qui se pose ici, c'est lequel? C'est que pour parvenir à ça, ce n'est pas à travers une loi. À travers quoi? Mais c'est à travers la Constitution. Parce que je venais de vous lire tantôt l'article 10 de la Constitution qui dit que la nationalité congolaise est exclusive et elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. C'est l'alinéa, si vous voulez, l'alinéa, c'est toujours l'alinéa premier, donc in fine, qui dit elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. C'est la Constitution qui le dit. Ça veut dire que si nous voulons effectivement mettre en œuvre la possibilité que nos frères congolais puissent avoir une autre nationalité et la détenir avec la nationalité congolaise, nous devons passer par la révision constitutionnelle. Parce que c'est la Constitution qui la consacre, ce n'est pas la loi. Et dans notre système, c'est la Constitution qui est le premier texte. La loi est inférieure à la Constitution. Donc la loi ne peut pas venir corriger la Constitution. Mais l'inverse est vrai, la Constitution peut déjà elle-même se corriger à travers la révision constitutionnelle qui est déjà prévue, mais d'ailleurs dans la Constitution. Mais pas à travers une loi. C'est de ça que nous parlons. Et donc, avant d'aborder cette question, notre compatriote devrait commencer d'abord par examiner qu'est-ce que dit notre Constitution. Quel est l'arsenal juridique? Que dit la loi en vigueur? Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vous rétorquerai en disant que les tenants de cette loi disent qu'ils ont prévu aussi des mécanismes pour une révision constitutionnelle. Alors, pour la révision constitutionnelle, ce n'est même pas à eux de prévoir ça parce que la révision constitutionnelle est prévue dans la Constitution elle-même. Mais tenez, il y a des dispositions de la Constitution que la Constitution elle-même, permettez-moi la tautologie, a prévu qu'elles ne peuvent pas être révisables. Justement. Là, nous allons... On parle des articles verrouillés. Voilà, les articles verrouillés, si vous voulez, les matières verrouillées. Okay. Je préfère bien ce terme-là. Et entre autres matières verrouillées, lorsqu'on va parler de la question de, comment dire, conditions pour être président de la République, je crois que cette question, on va y revenir. Justement, on va revenir sur la question de la révision de la Constitution. Voilà, nous allons parler de la révision constitutionnelle. J'ai une autre question avant de prendre le troisième grief. C'est une question aussi personnelle. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que la loi organique sur la nationalité congolaise soit antérieure à la Constitution. Si vous avez peut-être une histoire sur ça. Comment c'est arrivé avant la Constitution, cette loi-là? Il faut avouer que... il y avait des pressions, il y avait des raisons fondamentales de pouvoir l'avoir déjà à ce moment-là. Il n'y a pas de pression. La Constitution de 2006 n'est pas la première Constitution dans notre pays. Oui. Avant ça, il y avait la Constitution de transition, donc, qui est ici après les dialogues de San City, vous le savez. Et donc, après les discussions qu'il y a eu à ce niveau-là, et voilà, on a mis en place la Constitution, et après la Constitution, il y a eu la loi qui est venue, qui s'est basée sur cette Constitution-là. Vous voyez? Mais même alors, la survivance de la définition de la nationalité dans notre Constitution, écoute, ça reste en adéquation avec cette loi, bien qu'intérieure à la Constitution. Donc il n'y a pas de... Il y a une harmonie parfaite. Ouais, c'est ce qui m'étonne aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est ça l'esprit même qui a milité à mettre en place, n'est-ce pas, la question de la nationalité en la définissant d'une part nationalité d'origine et d'autre part la nationalité d'acquisition. Et c'est ce que la Constitution de 2006, révisée en 2011, a repris. Voilà. Le prochain grief, maître, vous dites également que cette loi remet en cause les conditions constitutionnelles pour être candidat. Ah voilà, là, c'est la question que nous avions annoncée en ce qui concerne les conditions pour être président de la République. Oui. Les conditions pour être président de la République, chers journalistes, sont définies dans la Constitution. Bon, je suis juriste, on fait toujours référence au texte, c'est ça notre maladie, mais c'est toujours important parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on invente les choses. Les choses sont déjà, je veux dire, inventées et sont déjà consacrées. La Constitution, le texte est là. Je vous lis l'article 72 de la Constitution. En moins de 30 secondes. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il remplit les conditions ci-après. C'est la Constitution, le texte est là. Article 72. C'est tendé pour les Français. S'il ne remplit les conditions ci-après, posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude des droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Pas par la loi sur la nationalité. La loi électorale. Alors, la première condition, vous l'avez
si bien écouté, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. C'est la Constitution qui le dit. Et justement, cette loi vient même changer le sens, la signification même de ce que c'est être Congolais d'origine. Voilà, donc c'est important que les compatriotes le savent. C'est quoi Congolais d'origine? Le compatriote qui a proposé cette loi, je l'ai suivi dans sa ronde auprès des églises pour agiter les gens et tout ça. Il arrive là-bas, il dit, nous voulons que ce soit celui qui a la nationalité congolaise d'origine. C'est-à-dire celui qui est de père et de mère. C'est ce qu'il dit. J'ai comme l'impression que lui-même, il n'a pas encore intériorisé ce qu'il propose. La nationalité congolaise d'origine, c'est quoi? D'après la loi. D'après la loi, bien sûr. Oui. D'après même la Constitution. Oui. Il y a une petite définition aussi là. Voilà. La Constitution a déjà posé les bases. À l'article 10, toujours en disant, et Congolais d'origine, ça c'est l'alinéa 3 de l'article 10, et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance, actuellement la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que si vos parents, vos arrière-grands-parents se sont retrouvés dans notre pays en tant qu'ethnie, donc leur ethnie ont appartenu à notre pays, au moment où on a accédé à l'indépendance, mon cher frère, vous êtes Congolais d'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition de la nationalité congolaise d'origine par appartenance. Okay. C'est dans la Constitution. Et la loi en vigueur l'a repris. Il y a deuxième possibilité, c'est la nationalité d'origine par filiation. La naissance. Mais justement, vous naissez de qui? Vous naissez soit du père congolais, soit de la mère congolaise. Soit alors des deux parents. Vous êtes heureux d'avoir tous les deux parents congolais. Vous voyez? Mais celui qui est né d'un seul parent n'est pas moins congolais que celui qui est né des deux parents. C'est ça que nous sommes en train de parler ici, de la filiation. J'ai un ami très proche qui a épousé une Camerounaise. Mon ami est congolais. Ils ont eu un premier fils, un très garçon brillant là. Vous voyez? Bon. Et voilà que moi j'ai un fils, et ils grandissent ensemble. Ce fils-là, de mon ami qui a épousé une Camerounaise, il aimait des ambitions de devenir président de la République. Il a tous les atouts. Il a vu le jour. Au Congo. Okay. Il a tous les atouts. Il étudie au collège Mobutu ici. Il a tous les atouts. Vous allez me dire qu'il évolue, il arrive à un niveau, on lui dit, écoute, monsieur, toi, tu ne peux pas accéder aux fonctions de président de la République. Vous imaginez ça? Ça tombe bien votre exemple. On a reçu M. Tchani ici à la télévision. Oui. Il a donné aussi les cas d'un enfant qui avait cette supposée double nationalité congolaise et camerounaise. Et lors d'un match de football, c'est le Cameroun qui marque, l'enfant a sauté. Voilà, donc c'est ça aussi pour ce problème de ce que lui appelle de loyauté à 100%. Je sais qu'avec vous, on ne parle pas des considérations sociales, etc. On est plus dans le juridique. Mais la loyauté à 100%, ça vous dit quelque chose? Même en parlant des considérations sociologiques, là, écoutez, la question de la nationalité, c'est une question, si vous voulez, d'ancrage, de se sentir appartenir. D'un rattachement. Du rattachement, voilà. C'est ce qu'il dit même dans le prolégomène, ici, dans l'exposé des motifs, que ce soit de la Constitution, que ce soit de la loi. Vous devez avoir un rattachement. Regardez nos frères congolais qui sont en Belgique, par exemple, hein, qui sont nés ici, ou, voilà, ils se retrouvent pour une raison ou autre, papa est ambassadeur là-bas, et il se trouve qu'il reste là-bas. Okay? Il a la nationalité de l'autre côté, mais c'est eux qui envoient des conteneurs ici, avec les bureaux Coste. Ils n'envoient pas ça, par exemple, en Ouganda, ou ils n'envoient pas ça, par exemple, en Guinée. Ils envoient ça ici parce qu'ils savent que c'est là notre souche. Vous voyez? Donc, c'est une question de se sentir appartenir à un pays. La question de loyauté dont on parle, et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la proposition de loi du compatriote, à l'article 24. Il dit, comment est-ce qu'il motive ça? Il parle de la loyauté. Est-ce que les baromètres pour mesurer la loyauté, c'est d'être né de père et de mère congolais? Je dis non. On est dans la présomption totale là. Voilà. Moi, je peux naître d'un père congolais ou, je précise bien, d'une mère congolaise, mais je trouve que mon attachement à moi est ici au Congo qu'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut rechercher. C'est pas parce que je suis d'un père et d'une mère congolaise, tous des donc, voilà, congolais, que j'ai la loyauté au pays. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut trouver la loyauté. Il faut trouver, si vous voulez, cette loyauté dans le comportement de quelqu'un, dans la manière d'agir de quelqu'un, dans ces rattachements-là au pays.
Ce n'est pas seulement parce que je suis né de père de mère congolais que je deviens loyal. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, mais j'ai un cas juste avant de passer justement aux autres explications sur la nationalité congolaise et d'acquisition. À supposer, vous avez un Congolais, moi par exemple, je vis en Belgique depuis un certain temps, j'acquiers la nationalité belge et j'épouse une étrangère avec qui j'ai un enfant, mais c'est fait que mon enfant, ma fille ou mon garçon a grandi plutôt culturellement comme un Congolais ou une Congolaise. On revient à Kinshasa, elle habite à Kinshasa, etc. Et voilà, elle commence sa carrière politique. Est-ce que mon enfant là, qui s'est jamais déclarée congolaise, elle est née en Belgique, quelle nationalité aura-t-elle? Je crois que je venais de répondre à cette question en passant tout de suite là pour dire qu'il s'agit d'une question de rattachement. Ce n'est pas parce que vous êtes né de deux parents congolais que vous allez vous sentir rattaché au pays. Non. Le même exemple, je vous le renvoie pour dire que je nais d'un parent congolais, donc de deux parents congolais, disons, de la mère et du père congolais. Je suis sur Congo, je vais aux études aux États-Unis. Un peu comme notre compatriote là. Toute ma vie, je l'ai fait là-bas. Je suis employé là-bas. Je fais mon argent là-bas. Vous allez me dire que la culture que j'ai acquise là-bas, si je reviens ici, je ne peux plus devenir président de la République si je le veux. Je ne sais pas si on se comprend, parce que c'est une question d'attachement, comme je viens de le dire là. Vous voyez, notre compatriote opposant, j'évite de citer son nom, hein, c'est lui qui prétend, bon, c'est vrai ou faux, avoir gagné aux élections. Vous savez qu'il a passé la grande partie de sa vie à l'étranger, où il a été dans de grandes sociétés, tout ça, pétrolières et tout, et il a fait sa vie là-bas. Mais après, à cause de son attachement au pays, il est rentré, il est devenu candidat président de la République ici. Et il a eu les scores qu'il a eu. Donc c'est une question d'attachement. Il faut chercher la raison ailleurs. Et d'ailleurs, pour ajouter, cette question-là, ce n'est même pas dans la loi sur la nationalité congolaise qu'on devrait la régler. À la limite, allons dans la loi électorale. Allons dans la loi électorale. Ce n'est pas dans la nationalité qu'on doit gérer la question de loyauté. Non. Non. Voilà. Mais la loi électorale, ce n'est pas possible puisque la loi électorale a déjà été votée. Non, mais écoutez, vous parlez de la loi électorale qui a déjà été votée, mais écoute, c'est chaque jour qu'on peut revoir une loi. C'est chaque jour qu'on peut revoir une loi. Comme je dirais, la loi sur la nationalité avait déjà été votée. Donc on ne peut plus y revenir. Non, la loi, on la révise. Même la Constitution, on la révise. À plus forte raison, la loi. Alors, vous parlez aussi que cette loi consacre des restrictions des droits de la personne, notamment l'interdiction formelle, qui s'oppose justement à cette interdiction formelle de révision constitutionnelle. Voilà. Vous avez donné un exemple et je le reprends. C'est que mon frère, là, dont je parlais tantôt, l'ami proche, avec son fils, qui est congolais de par lui, son père, et qui est camerounais, d'ailleurs, il n'est même pas camerounais parce qu'il est seulement congolais. D'origine en plus, selon la définition que nous venons de lire dans la Constitution et dans la loi. Ok? Cet enfant-là, ok, qui a des ambitions de devenir président de la République, et parce que la Constitution lui a déjà donné cette possibilité de par l'article 72. Ok? Alors, lorsque on vient avec une loi, d'ailleurs qui vient de la Constitution, pour dire que cet enfant-là ne peut pas être candidat président de la République. Lorsqu'on dit ça, cet enfant a déjà le droit qui lui est consacré par la Constitution, à l'article 72, posséder la nationalité congolaise d'origine. Et là, maintenant une loi vient dire, non, tu ne peux pas être candidat président de la République. Quand une loi dit ça, cette loi, non seulement qu'elle viole la Constitution, mais elle ne peut pas passer. Et maintenant, on ferait une gymnastique en disant, techniquement, ok, révisons la Constitution, disons à l'article 72.1 que plus la nationalité congolaise d'origine, mais la nationalité congolaise pour celui qui a un père et une mère. Un peu comme on l'a dit dans la proposition de loi, qu'on le dise comme ça dans la Constitution. Si on le dit ainsi dans la Constitution, c'est une révision, non? Et la Constitution a dit, je vous lis parce que c'est ça notre maladie de juriste, l'article 220 qui verrouille certaines matières donc qui ne peuvent pas être révisables. Alors, qu'est-ce que dit l'article 220? L'alinéa 2.
formellement interdite. C'est comme ça que l'alinéa commence. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Est-ce que, en réfléchissant ensemble avec vous, l'enfant dont je parlais ici, d'un père congolais et d'une mère camerounaise, son droit là de devenir président de la République, s'il le veut, candidat président de la République, de par l'article 72, parce qu'il possède la nationalité congolaise d'origine. Si on dit qu'on va enlever cette possibilité-là à l'article 72, est-ce que cet enfant, les droits qu'il avait, il va continuer à l'avoir? La réponse est non. On a restreint ce droit. Que lui consacrer la Constitution. Un raisonnement simple. On a restreint son droit qu'est la Constitution. Et donc la Constitution elle-même a déjà dit que pour le droit là de cette personne, c'est formellement interdit de faire la révision. Je n'invente pas. Le texte est là. Il est là. C'est notre loi fondamentale. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits, je me limite par là, de la personne. Moi, je suis convaincu que cet enfant-là, le droit lui est conféré déjà par l'article 72 parce qu'il a la nationalité congolaise d'origine. Et nous l'avons défini ici. Alors, le fait que la Constitution revienne là-dessus, écoutez, mon cher frère, la Constitution a réduit ces droits-là. Et en réduisant ces droits-là, la Constitution a déjà dit qu'on ne peut pas réviser une telle matière. Donc ça veut dire, maître, on ne peut jamais songer à l'heure actuelle de réviser notamment l'âge d'accession à la magistrature suprême. Je laisse au peuple de juger. Notamment de quitter l'âge de 30 ans à 28 ans. On peut pas faire une telle révision, c'est ça, maître? Écoutez. Ça sera aussi une sorte de restriction. Écoutez, demeurons dans ce qui nous concerne, en parlant de ce que la Constitution elle-même a déjà prévu. Pas de ce que nous sommes en train de nous imaginer en agitant la population ci et là, comme si en allant à l'église ACK, c'est à l'église ACK que l'on va voter la loi et tout ça. En s'attirant la sympathie. Et quand on part comme ça, on ne part jamais avec le texte de loi pour dire voici ce que prévoit la Constitution. On va seulement des pères et des mères pour se faire une popularité là injustifiée. Vous voyez? Demeurons dans ce qui nous concerne. Je dis ceci et je le répète encore. Les droits qui sont consacrés par la Constitution, les droits de la personne, donc, ces droits-là, on ne peut pas y revenir parce que la Constitution elle-même a déjà dit que c'est formellement interdit de réduire les droits de la personne. Alors, vous avez également trouvé quelque chose dans cette loi, ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça intéressant. Vous avez trouvé une faute dans la rédaction, on appelle ça la légistique, donc une légistique, vous dites, approximative dans la formulation de l'article 24 de la loi dite Tchani. Voilà. En tout cas, pour tous ceux-là qui ont eu l'occasion de tomber sur ces textes ici. Très peu de gens, en tout cas. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez que les gens ils vont dans tous les sens. Il y a beaucoup de sensibilité. Mais lorsque vous prenez les soins, je sais que vous l'avez lu. Oui. Je le sais. Et c'est comme ça que vous avez vraiment cette élégance de pouvoir en parler sans passion. Vous voyez? En plus de ce que votre déontologie vous interdit d'être dans la passion. Vous demeurez objectif. Et moi, je demeure objectif de par ma profession. Je demeure objectif de par ce que j'ai lu. Je ne vais pas trop loin. La proposition de loi, ce que je l'ai scruté, de bout en bout. Article 24, c'est le fameux article qui parle d'être président de la République, d'être président du Sénat, de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, chef d'état-major de forces armées, administrateur général de l'ANR, et tous ces postes de responsabilité-là. Ok? Cet article, il commence comment? Il y a l'article 24. Toutefois, c'est le début de l'article, hein? Je précise bien. Donc jamais un article n'a été écrit comme ça. Il ne faut pas qu'on en rigole. Toutefois, quand on parle de toutefois, cet adverbe-là, il est employé lorsqu'il y a une assertion précédente qui a fixé les principes et lorsqu'on veut tempérer ça, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on puisse la donner une portée générale, c'est là qu'on vient toutefois. Toutefois, cependant, néanmoins et tout ça. On a appris toutes ces choses-là. Mais tellement qu'il y a moins de, excusez-moi l'expression, moins de sérieux, tellement qu'il y a eu moins de professionnalisme, voilà une proposition de loi, article 20, qui commence par toutefois. Nous sommes où là? Vous étiez choqué, c'est ça, quand vous avez vu ça? Mais écoutez, et puis on va prendre ça, on va déposer ça.
sur la table des élus, où on sait qu'il y a des grands constitutionnalistes là-bas, qui vont lire ça et vous dire, mais finalement, c'est quoi ça? Mais attends. Au niveau de la PAJ, là-bas, j'ai un collègue qui est professeur, avec qui nous avons terminé les études de l'université de Kinshasa. Il est le rapporteur de la PAJ là-bas. Je crois que quand il va regarder seulement, il va dire, mais écoutez, comment ça peut passer comment? Je suis très convaincu. Et donc, c'est une logistique approximative. Parce que on avait une pensée, cette pensée-là, on ne l'a pas coulée. Exactement, selon les règles juridiques, voilà, les cultures. On ne l'a pas coulée pour qu'on sorte la conséquence. Mais on commence à dire, toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, écoute, loyauté et fidélité, ça vient faire quoi? Toutefois, ça vient faire quoi? Dans une articulation où on n'a même pas posé un premier alinéa, on a même posé ça ne marche pas, en logistique, ça ne marche pas. C'est un problème, et je sais que les éminents juristes qui sont là-bas au niveau de là où la loi va être débattue et tout ça, ils vont pouvoir revenir sur tout ça. Et déjà, sur le plan de fond, ce que nous venons de démontrer en ce qui concerne les violations de la Constitution, l'article 10, l'article 72, et si on s'hasardait à aller vers la révision constitutionnelle, les verrouillages qu'il y a à l'article 220 de la Constitution, mais aussi c'est cette question de forme où vous voyez que c'est quelque chose vraiment, celui qui va lire ça, il va se rendre compte que c'était de la précipitation pour assouvir certaines passions, certaines sensibilités. Excusez-moi, voilà, que je le dise ainsi. Donc il y a des intentions cachées derrière vous. Les intentions cachées de cette précipitation dans la les intentions cachées, vous savez, hein, bon, là, je vais vous dire, toujours en restant juriste praticien, écoutez, la loi a une raison d'être. Ça s'appelle la res legis, n'est-ce pas? C'est l'expression que nous utilisons. Il doit y avoir une raison pour faire une loi. Il doit y avoir une raison pour réviser une loi. Il doit y avoir une raison pour donner des modifications à une loi. Ça ne manque pas. Mais maintenant, les raisons de mon frère, notre compatriote, moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas scruté, je ne suis pas entré dans sa tête. Mais lorsque vous lisez les textes, vous vous rendez compte vraiment que cette question de la double nationalité, elle revient, clairement, ok? Je vous ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Je ne suis pas contre que nos frères congolais qui se retrouvent à l'étranger et qui, pour des raisons, voilà, comme je l'ai évoqué, puissent acquérir une autre nationalité. Mais il faut passer par la révision de la Constitution. Mais aussi, cette question qui taraude les esprits, aujourd'hui on en parle en ce qui concerne certains candidats qu'on veut exclure tout ça. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous dis tout simplement que c'est quelque chose qui peut créer comme une sorte de double cas au pays, où nous avons certains qui sont pour, d'autres qui sont contre, et c'est tous ceux qui se sentent visés, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir discriminés, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir exclus, alors que nous voulons, est-ce que nous avons un pays où tout le monde est uni, où tout le monde participe, et voilà, que celui qui est mis à côté par la population gagne. En conclusion, maître, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire de cette loi? Mon cher frère, nous n'allons pas aller par quatre chemins. Cette loi, elle est inopportune. Cette loi, elle est mal formée, elle est mal choisie. Les torts ne s'y prêtent pas. Simplement, je le sais, que les élus du peuple vont pouvoir la rejeter purement et simplement. Comme elle est déjà programmée, il y aura un débat là-dessus, ça c'est sûr, mais je sais que pour ceux-là qui veulent vraiment que les choses avancent dans le pays, parce que ça ne nous avance à rien, il faut rejeter ça. Et donc, je plaide pour son rejet purement et simplement, parce que la population aura déjà compris que voilà, il y a des violations, et voilà ceux qui doivent voter, ils vont comprendre tout ça, que ce n'est pas une loi qui apporte la paix au pays. C'est une loi qui vient tout simplement créer du bouhara, du charabia, créer du toïboui, et ça ne marche pas. Maître, je vous remercie pour tous ces éclairages juridiques pertinents. Oui. Un dernier mot? Bon, voilà, que la population reste vigilante. Les pays, c'est à nous tous. Les pays, ça nous concerne tous. Aux techniciens, de donner leur point de vue, c'est très important pour que toute cette agitation-là, de gauche et droite et tout ça, que ça ne reste pas dans la tête des gens. Que ceux qui ont des précisions, vraiment sur cette question constitutionnelle, sur cette question légale, qui viennent, qui donnent leur point de vue. C'est important, il s'agit de notre pays. Nous ne pouvons pas voir qu'il y ait une agitation
qui désoriente la population et qu'on se taise. Et c'est peut-être raison que moi j'ai pensé que je devais donner mon point de vue en restant technicien. Voilà. Justement, avec une note de réflexion qui tenant lieu même d'une tribune. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez partagée dans le média. Je ne l'avais pas encore partagée. Je voulais d'abord que voilà, je puisse parler avec vous comme je viens de le faire. Oui. Et par la suite, je vais devoir finaliser la note et la partager. Merci. Parce que les idées pour moi, elles sont très claires. Et les soubassements sont là, la Constitution est là, la loi qui est en vigueur est là, la proposition de loi est là, donc il y a tous les instruments que je vais utiliser, et voilà. Merci beaucoup, Maître Christian Amani Kajangou. Vous avez plusieurs casquettes, mais là, vous avez intervenu exclusivement, précisément, en tant que juriste praticien. Tout à fait. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous allons même clore notre matinale. Nous étions ensemble depuis 7 heures du matin et j'espère qu'elle a été intéressante, cette matinale, en compagnie de plusieurs personnes. Jacob Simi, Jean-David Kilolo, avant de terminer en beauté avec un juriste, maître avocat, Christian Amani Kajangou. Avec lui, nous avons parlé à la fois de l'opportunité et de l'inconstitutionnalité de la proposition de loi Tchani. Alors, quant à moi, je m'apprête déjà à vous dire au revoir. Mais bien avant cela, je vais me lever. Si Dadi Makabi est avec moi, je vais profiter pour dire un grand merci à toute mon équipe qui m'a accompagné le matin. C'est quelle caméra, Dadi? Voilà, donc je dirais merci à toute l'équipe qui m'a accompagné depuis le matin. Dadi Makabi qui tient cette caméra, qui est en train de bouger un tout petit peu. Merci à vous, Dadi. Merci à toute l'équipe de l'autre côté. Merci à l'autre Dadi et à Kadi à la réalisation. Merci à Dédé Sansois, la sensologie, pour ce son qui a manqué à un moment tout au début de l'entretien de l'invité avec M. Christian Amani Kajangou. Merci également à Papa André qui s'occupe du décor que vous voyez ici. Quand c'est beau, c'est Papa André qui les fait. Merci à la rédaction, merci au rédacteur en chef Crispin Chibinkoufwa et merci à notre chef Jean-Marie Kassamba pour toute cette formation et pour les opportunités accordées. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous suivrez tout à l'heure à 13h l'édition du journal avec Amina Bayombo et d'autres programmes qui viendront, des programmes que vous connaissez très bien. Je vous dis bon jeudi chez vous, madame, messieurs.